Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes prêts aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va prendre nos fourches et nos pancartes. C'est parti pour 5 révolutions que vous ne connaissez pas et qui ont changé le monde. Commençons en parlant du pays des révolutions, la France bien évidemment. Alors, on ne va pas mentionner la Révolution française, même si elle a bien modifié l'histoire de notre pays, mais plutôt de la révolte des Maillotins. Pour ça, on part au Moyen-Âge, en 1380. Le nouveau roi de France, c'est Charles VI, qui a 12 ans à l'époque, donc c'est les 3 oncles du roi qui s'occupent de la régence. Louis d'Anjou, Philippe de Bourgogne et Jean de Berry, qui auront une gestion particulière du royaume, puisqu'ils veulent une seule chose, c'est pas le bien-être des Français, mais plutôt de remplir les caisses de l'État. Faut pas oublier qu'on est en pleine guerre de 100 ans contre les Anglais. Les régents établissent donc un impôt sur les denrées alimentaires, dans une population tiraillée par la faim, ce qui va faire se soulever les Parisiens. Le 1er mars 1382, 4000 membres des couches inférieures de la société, comme des artisans, des ouvriers, des chaudronniers, embrassent Paris. Ils s'introduisent dans l'hôtel de ville et s'arment de maillets en plomb, ce qui donnera son nom à la révolte. Puis ces derniers se rendent dans les quartiers riches de la capitale, pillent et massacrent de nombreux collecteurs d'impôts et usuriers, avant de créer de nombreux barrages pour bloquer les rues et les ponts. Les révolutionnaires seront rejoints par d'autres pauvres gens, comme des paysans, et ces blocages dureront pendant plusieurs mois, se propageant même à Orléans, Reims, Amiens ou Lyon. Pendant ce temps-là, le pouvoir, en fait, il est en train de se taper en Flandre pour mater d'autres révolutionnaires. Donc assez compliqué à gérer comme situation à distance. Finalement, le pouvoir accepte la réduction des impôts, ce qui calma la révolte. Cependant, le roi, lui, à son retour, il a pas oublié que quand il était pas là, c'était un peu le bordel. Donc en 1383, il décida de faire exécuter de nombreux maillotins. Pour finir avec une petite anecdote, selon les historiens de la mairie du 17e arrondissement de Paris, cette révolte fiscale a donné son nom à la Porte-Maillot, qui se trouve à l'ouest de la capitale. Au moins, ils n'auront pas pris les armes pour rien. On va continuer en parlant d'une révolte qui marqua la Chine, la révolte des Boxers. Alors, on se retrouve ici à la fin du 19e siècle. Et à l'époque, la Chine, c'est pas la Chine d'aujourd'hui. Et tout ça, encore une fois, à cause des Occidentaux. La Chine est ce que l'on appelle à l'époque une semi-colonie. C'est-à-dire que les Occidentaux sont implantés et gèrent le pays, mais de façade, le pays est totalement indépendant. Tout ça, c'est grâce aux différents traités inégaux imposés à la Chine, octroyant aux Européens la gestion de certaines régions ou de quartiers entiers de certaines villes importantes, ce qui s'appelle des concessions. Par exemple, en Chine, on retrouvait des concessions britanniques, françaises, japonaises, américaines, belges, italiennes, allemandes, austro-hongroises et russes. Rien que ça. Cette situation humilie les Chinois, surtout si on cumule ça avec la défaite lors de la première guerre sino-japonaise de 1895. Et donc se mettent en place des mouvements révolutionnaires et anarchistes, dont la secte Yi-He-Chuan, les points de la justice et de la concorde, dont les membres sont ouvertement xénophobes, anti-européens, anti-chrétiens et contre la dynastie régnante des Qing. Ce sont ces derniers qui lanceront la révolte des Boxers. Ce nom ne vient pas des caleçons ou des gants de boxe, c'est juste que les adhérents de la secte étaient entraînés à la boxe chinoise, c'est-à-dire le kung-fu. Les révolutionnaires en ont marre de se faire humilier par les autres nations et que leur gouvernement ne fasse absolument rien contre ça, et sortent de l'ombre en 1898, en organisant des prêches anti-occidentaux et anti-Qing, tout en sabotant des installations. La dynastie Qing voit ça et se dit que ça serait un super outil pour taper sur les occidentaux. Donc ils fournissent des armes à la secte, qui s'allie donc avec la dynastie. Dès 1900, les rangs des révolutionnaires se garnissent de nombreux Chinois, ces derniers se rendant en masse à Pékin pour s'attaquer au quartier des légations, où l'on retrouve toutes les ambassades occidentales implantées en Chine. Les colons sont assiégés à partir du 20 juin 1900, et ceux qui tentent de sortir du quartier sont torturés, assassinés par la foule, et leurs têtes sont accrochées à l'entrée de la concession, ce qui refroidit un petit peu les autres, vous vous en doutez. Ce siège de légation durera 55 jours, jusqu'à l'intervention de troupes des 8 pays concernés. Ces 8 nations signent avec les Qing le protocole de paix Boxer en 1901, mettant fin à la révolution. La dynastie Qing, qui soutenait les Boxers, exécutera bon nombre d'entre eux en représailles. Au total, ce sont des dizaines de milliers de Boxers qui perdront la vie, ainsi que 20 000 chrétiens chinois et 3 000 occidentaux. Cette révolution ne fut pas vaine, réformant complètement le pays, ce qui causera la chute de la dynastie Qing en 1912 et créera plus tard la République de Chine. Alors pour l'instant, on a parlé de révolutions assez anciennes. Donc pour finir cette vidéo, on va voir 3 révolutions plus actuelles. Pour cette 3e révolution, on va d'ailleurs partir dans un pays qu'on ne connaît pas si bien que ça finalement, le Portugal, dont on a parlé au travers de cartes il y a pas très longtemps sur la chaîne. Saviez-vous que le Portugal était pendant un long moment une dictature, sous les ordres de António de Oliveira Salazar, à partir de 1933. Le Portugal sous Salazar, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Europe, avec des libertés très limitées, et surtout Salazar il a une seule envie, ne pas perdre ses colonies. Le dictateur suit la
théorie du lusotropicalisme, selon laquelle la colonisation portugaise serait intrinsèquement meilleure que celle des autres pays. Donc, quand dans les années 60, de nombreuses colonies françaises ou anglaises deviennent indépendantes, Salazar mène de son côté des guerres de pacification pour museler les indépendantistes, que ce soit en Angola, au Mozambique ou en Guinée-Bissau. Les guerres coloniales vont durer plus de 10 ans et tuer de nombreux jeunes conscrits portugais envoyés au front, ce qui va logiquement pas mal énerver et révolter la population. Les guerres coloniales tueront 16 000 soldats coloniaux, 26 000 indépendantistes et 110 000 civils. Salazar, lui, meurt en 1968 et est remplacé par Marcelo Caetano, qui reste sur la même ligne que son prédécesseur. La situation du pays va créer une dissension dans l'armée, avec la création du MFA, Mouvement des Forces Armées, qui a pour objectif d'arrêter la guerre, de démocratiser et développer le pays. Le MFA gagne en popularité, et vu que la manière douce ne fait pas bouger Caetano, il passe à l'action le 25 avril 1974. Les membres du MFA se déploient à des points stratégiques du pays et le pouvoir tombe en quelques heures. Malgré les messages expliquant aux Portugais de rester chez eux, bon nombre d'entre eux descendent dans les rues avec l'armée pour manifester. Beaucoup se rejoignent au marché aux fleurs de Lisbonne où l'on retrouve de nombreux œillets rouges qui sont récupérés par les contestataires. Certains soldats en mettent dans le canon de leur arme et voici comment la révolution des œillets est née. Caetano est viré du pouvoir et exilé au Brésil. Les différentes colonies ont le droit à l'autodétermination et une nouvelle constitution est écrite en 1976. La révolution des œillets est l'un des rares putschs militaires soutenus par la population et qui mènera à la démocratie et à la prospérité du Portugal. Poursuivons avec une révolution qui a eu lieu pas très longtemps après celle des œillets, la révolution de Sor. Alors, si vous connaissez celle-ci, c'est que vous êtes vraiment bien calé en histoire, vu que cette révolution est la prise de pouvoir des communistes en Afghanistan. Pour comprendre tout ça, retour en arrière. Le dernier roi d'Afghanistan, Mohammad Zahir Shah, est destitué en 1973, avec la mise en place de la République d'Afghanistan. Le président, c'est Mohamed Daoud Khan, qui tente de moderniser ce pays très rural. Mais bon, vous vous doutez, tout n'est pas tout rose et son pouvoir est très autoritaire avec l'opposition, le PDPA, le Parti démocratique populaire d'Afghanistan. La situation dégénère en 1978, avec l'arrestation et la mort de membres du PDPA. Ces derniers organisent donc de grandes manifestations contre le pouvoir de Daoud, regroupant plus de 15 000 personnes. Mais pendant la manif, des cadres du parti sont arrêtés par le pouvoir. C'en est trop pour le PDPA, qui décide d'agir avant que Daoud lance une purge contre le parti. Le 27 avril 1978, le PDPA, avec l'aide d'une partie de l'armée nationale afghane, attaque et bombarde les ministères et le palais présidentiel de Kaboul. Le lendemain matin, Daoud est tué au combat et ses proches sont sommairement exécutés. C'est un putsch militaire, mais ça se passe pas exactement de la même façon qu'au Portugal. Le PDPA communiste est maintenant au pouvoir en Afghanistan. On peut se demander, en pleine guerre froide, si ce sont pas les soviétiques qui sont derrière tout ça. Et la réponse est certainement non. Les soviétiques ont même été surpris de cette prise du pouvoir rapide du PDPA. Pour eux, l'Afghanistan était encore trop féodal et le PDPA trop minoritaire pour que ça aboutisse. À partir du 1er mai 1978, la République d'Afghanistan devient la République démocratique d'Afghanistan. S'en suivra des années de répression, un régime sous perfusion de l'URSS, une guerre civile avec intervention des soviétiques et finalement une chute du pouvoir face aux Moudjahidines en 1992. Depuis 1992, les Moudjahidines ont été chassés par les talibans, intervention américaine en 2001, semblant de stabilité avant le rétablissement du pouvoir taliban en 2021. Vous connaissez maintenant un peu mieux l'histoire de ce pays plongé dans la guerre depuis de nombreuses années. Pour la dernière révolution de cette vidéo, on va prendre un ton un peu plus léger et travailler nos cordes vocales vu qu'on va parler de la révolution chantante. Cette dernière a eu lieu dans les 3 pays baltes, qui sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, pour combattre l'oppresseur communiste. Ces 3 pays ont connu une brève indépendance entre les 2 guerres mondiales avant de se faire annexer par l'Union soviétique en 1940. De nombreux mouvements indépendantistes se sont formés pour combattre les soviétiques et en 1985, Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir. Ce dernier lance différentes politiques modifiant l'URSS, dont la glasnost qui permet une plus grande transparence et liberté d'expression. Ni une ni deux, de plus en plus de personnes contestent le pouvoir soviétique dans toutes les républiques, dont nos 3 pays baltes. La glasnost déclassifie également des documents confidentiels, dont en 1988 le pacte de Molotov-Ribbentrop, partageant dans le plus grand des secrets l'Europe de l'Est entre les soviétiques et les Allemands. Cette découverte renforce encore plus l'envie d'indépendance des Baltes. Et par exemple, le 16 novembre 1988, 100 000 Estoniens se sont rendus dans le
calme et enchantant au Laulupidu où est organisé le festival de la chanson estonienne. C'est le début de la révolution chantante. Mais ça ne suffit pas. Et pour réclamer leur indépendance, les mouvements nationalistes des trois pays organisent un immense rassemblement pacifique le 23 août 1989, 50 ans jour pour jour après la signature du pacte germano-soviétique, et forment ce que l'on appellera la Voie balte. C'est une chaîne humaine de 687 km reliant Tallinn à Vilnius en passant par Riga et composée par 2 millions d'Estoniens, de Lettons et de Lituaniens. Ces derniers se tiennent par la main et chantent « Les pays baltes se réveillent », une chanson trilingue sur l'indépendance. Cette manifestation donnera une légitimité et l'appui de l'Occident à ces trois pays, qui deviendront indépendants 2 années plus tard, en août 1991. Cette révolution totalement pacifiste montre également que ces trois pays, même s'ils ont chacun une culture propre, ont su s'unir dans un objectif commun, la liberté. Et comme on dit toujours, l'union fait la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur 5 révolutions qui ont changé le monde. J'espère que ça vous aura plu. Il reste de nombreuses révolutions que je n'ai pas encore traitées, donc dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode 2. N'oubliez pas de vous abonner, ça soutient énormément la chaîne, et de venir me suivre sur les différents réseaux sociaux. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Not